Avant, je pensais que les choses avaient un nom car on leur en avait donné un. Tout était simple, je disais d'un terme et les autres me comprenaient. Puis soudainement, on m'a demandé d'utiliser d'autres mots, ou dit que le mot que j'employais ne recouvrait pas le sens que je lui donnais. Finalement, le désert est arrivé et j'ai bien dû me rendre compte que sous prétexte de bonnes intentions, on pouvait mettre une sacrée pagaille dans la tête des gens simplement en changeant un petit mot de rien du tout. Mais le ou la novlangue, qu'est-ce en définitive? Le langage écrit et parlé est un hypervéhicule de communication. Le novlangue est un véhicule parmi celui-ci. Il consiste soit à diminuer la quantité de vocabulaire disponible afin de rétrécir le champ des pensées possibles, soit à modifier la définition d'un mot afin de modifier le sens attaché à celui-ci, soit à remplacer un terme du langage courant par un terme différent afin de réorienter son usage. En remplaçant chômeur par à la recherche d'un emploi, on implique tacitement que toute personne qui n'en est pas pourvue est de facto à la recherche d'eux. Car d'une part, il est indispensable pour que notre système tienne que nous soyons dans cette posture, et d'autre part, cela permet de détacher le chômeur assisté de l'individu qui, s'il est en recherche, est déjà sur le chemin de la rémission de cette situation honteuse et purulente qu'est l'inactivité. On perçoit immédiatement le parti pris idéologique qui est véhiculé par cette modification syntaxique, mais également la tentative d'apaisement sous-tendue par cet adoucissement euphémique. Cela dit, entrons dans le vif, pourquoi à la recherche d'un emploi à la place de chômeur est du dégoûtant novlangue, alors que senior à la place de vieux est une gracieuse formule d'évitement? En quoi est-ce qu'une partie de vocabulaire, minorité au lieu d'une couleur ou malentendant au lieu de sourd, serait des marques de non-discrimination, alors qu'ils signifient exactement la même chose, simplement avec un terme différent? Pour le coup, black à la place de noir est à se gondoler. On prend un terme anglais afin de se décharger du fait de nommer quelqu'un par sa couleur de peau, voire même pour lui ajouter un air de cool et donc donner un caractère quasi-mélioratif à un terme purement descriptif. Un exemple amusant de novlangue m'a interpellé dans le film Ocean's 11. À un moment précis du plan des cambrioleurs, un personnage doit créer une dispute volontaire avec un autre personnage, qui se trouve être noir. Dans la version française, que j'ai vue d'abord, on a donc cette esclandre déclenchée par le premier, qualifiant le second de nègre, ce qui l'énerve à juste titre. Quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai revu le film en version originale, et que j'ai constaté dans celui-ci, il avait suffi d'un colored pour créer cette situation. Pas du terrible N-word, ni même de black, simplement colored. Mais aux États-Unis, il est très mal vu de distinguer une personne en disant qu'elle est une colored people. Il fut une tentative de remplacer ce genre de terme par non-white people, mais cela mettait l'emphase sur la négation d'un caractère au lieu de la particularité du signifié. Comparablement dans la négation, nous avons le cas édifiant du terme non-voyant remplaçant aveugle. En quoi est-ce que souligner une déficience, non-voyant donc il n'est pas voyant, serait une périphrase euphémisante? Cela, une fois de plus, pointe un défaut comme hors de la normalité. Pas de problème, on lui substitue un autre terme, malvoyant. Ai-je vraiment besoin de terminer ce développé? Il voit pas mal, il voit rien, il est aveugle. Alors, cela signifie-t-il que nous ne pouvons plus appeler un aveugle ou un noir? Leur condition serait à proscrire, même quand elle n'est que descriptive? Non, mais on nous demande de le faire avec un terme différent, car si certains peuvent tirer gloire d'une caractéristique, le Sodoma était très fier de son surnom par exemple, d'autres s'offusquent, se sentant alors réduits à cet unique aspect, voire discriminés par celui-ci. Et c'est un des problèmes. Le coutumier « on peut plus rien dire » en est sa manifestation. On peut effectivement se sentir dépossédé quand on se fait traiter de raciste parce qu'on a seulement décrit quelqu'un en mentionnant sa couleur de peau, mais que nous l'avons fait à une personne qui, sur la défensive, perçoit immédiatement cela comme de la discrimination. On pourra toujours répondre que ce n'est pas nous qui avons inventé la négritude, la suspicion est de mise, car d'aucuns considèrent que le langage détermine la pensée et qu'une parole descriptive devient immédiatement réductive. Si mon ami vietnamien ne s'offusque pas de se faire appeler partout le chinois, pas de problème, pas sûr que ce soit le cas de tous. Et nous nous retrouvons du même coup dans une désorientation langagière, car le même mot peut être bien ou mal pris selon à qui nous nous adressons. Cela dit, il est compréhensible qu'on puisse discuter de termes qui heurtent la sensibilité. Que l'on soit d'accord ou pas pour employer tel terme, on peut au moins en parler, il est donc nécessaire de savoir quels termes sont problématiques et s'il est pertinent de déconseiller leur usage. Ce qui est moins compréhensible, en revanche, ce sont les cas où cela ne touche pas à la sensibilité des gens, mais où cela désigne des concepts, des actions, des organes ou des ensembles. Reprenons notre définition liminaire et voyons comment elle s'applique. Par exemple, troublant est le cas des ZEP, zones d'éducation prioritaire, qui ne sont ni éducatives ni prioritaires, mais destinées à concentrer les lascars perdus d'avance afin de signaler aux parents que le bon établissement, c'est celui d'à côté. Si l'on crée un ghetto, on appelle cette zone ghetto, et le ghetto finit par être revendiqué comme s'il s'agissait là d'un quelconque prestige, mais cela nous entraînerait sur les fonctions performatives et vériconditionnelles, un autre sujet que nous verrons une prochaine fois. Les ZEP sont l'exemple parfait du travail de la destruction du concept par la dégradation du langage. De même, quand un chanteur fait un morceau entier qui nous démontre qu'il n'y a plus 8 mots pour exprimer subtilement une idée, mais un seul mot pour 26 définitions,
Le problème de la conceptualisation se pose fortement. La richesse du vocabulaire étant corrélée à la richesse de l'expression. On pourra rétorquer que licence poétique, subversion de l'artiste, tout ça, et on aura peut-être raison, mais cela participe d'un effort partagé. Ne voyez-vous pas que le véritable but du novlangue est de restreindre les limites de la pensée ? À la fin, nous rendrons littéralement impossible le crime par la pensée, car il n'y aura plus de mots pour l'exprimer. Tous les concepts nécessaires seront exprimés, chacun exactement par un seul mot. L'objectif du novlangue est de créer un lexique correct s'appliquant à renvoyer une vision du monde que l'on juge pertinente, ou un lexique politiquement correct cherchant à représenter une vision du monde jugée bénéfique. Si l'on peut être prêt à le faire, c'est car l'on pense que notre vocabulaire a une incidence sur notre vision du monde, car celle-ci est socialement déterminée par notre langage. Et si tout est socialement construit, tout est socialement reconstructible. Dans cette hypothèse, le langage est reconstructible, donc la pensée est reconstructible. L'ennui étant, comme nous l'avons dit, que les choses ne sont jamais aussi faciles, et que la dissension, y compris au sein d'un groupe partageant les mêmes valeurs, est constante. Pour reprendre un exemple comparable à mon ami vietnamien, quid du terme PD ? Il est considéré comme injurieux, sauf s'il est employé par un homosexuel ou accepté par celui-ci. Il y a division sur la terminologie. Certains s'enorgueillissent du terme PD, dont ils s'affublent en rigolant, trouvent homosexuel trop clinique, et refusent queer ou gay, car tout comme black, ils les trouvent politiquement corrects, ou tout simplement car ils n'aiment pas les anglicismes. Et que dire dans ce cas de la négritude, qui devient alors non plus une insulte essentialisante, mais une marque d'identité de référence recouvrant l'affirmation et la noblesse d'une culture commune. Une fois de plus, tout ne passe pas uniquement par l'émetteur et le récepteur, mais également par ce que chacun des deux met sur le mot qui sert de canal, à un endroit et à un moment déterminé, car évidemment la signification accolée à PD ou à nègre a changé. Et après tout, pourquoi pas ? Une langue évolue. Nous autres diseurs de langue savons maintenant que nous sommes mortels. Le curseur est donc à positionner, pour les partisans du novlangue, sur ce qui est l'évolution positive ou pragmatique et ce qui est l'évolution néfaste ou cynique. Mais c'est également en constatant le déplacement de la langue qu'ainsi on met à nu le problème du novlangue. En se laissant aller à trop de nominalisme, on pourrait choir dans le solipsisme, en affirmant qu'il n'y a pour ainsi dire pas de monde avant que nous ayons ouvert les yeux, ou tomber dans le piège hyper-relativiste de perturber tout référent commun, voire de pervertir ces mêmes référents, afin de délivrer un vocabulaire idéologique prêt à l'emploi. On peut également remarquer que s'il est admis que le véhicule du langage influe sur la pensée, il n'est pas étonnant, dans l'autre sens, que le canal du novlangue incite chacun à aller le défendre, et pour cela, il n'y a pas d'autre arme que la suspicion, la traque et la délation. Je suis en position de défense face à ce que je juge être une pensée néfaste, je la cherche et au bout d'un moment la trouve partout, je m'assure que le message soit exhibé avec publicité afin que chacun profite du fait qu'un tel a fauté, telle est la police de la pensée. Car cette formation du novlangue comme pensée juste est une entreprise totalitaire qui s'ignore. Ayant l'impression de réaliser un monde pacifié qui, ayant nié le mot, aura nié le concept, alors qu'il se situe exactement à l'inverse de ce qu'Orwell appelait de ses vœux, la décence commune, qui ne demandait à museler personne, encore moins à livrer à l'opprobre public, mais à écouter son évaluation morale, à trouver du simple et de l'honnête en tout et non partout, comme on aimerait faire dire en pensant que, si l'on n'a plus de grande figure pour montrer la voie, tous nous pourrions alors choisir, chacun, notre petite croisade personnelle que nous pourrons livrer, justement avec grande indécence, sur la place publique ou les réseaux sociaux. Car comment organiser un nouveau système de valeurs dans la masse d'opinions divergentes ? Tout simplement grâce à la propagande négligeable, utilisant la puissance de la détermination du petit nombre afin de traquer chaque écart, signifiant le chemin à suivre, montrant que l'on occupe l'espace public, et ainsi que l'on frappera partout, avec hargne, jusqu'à ce que chacun sache quelle ligne doit être respectée par la majorité, car je suis partout, je vous observe, je vous trouverai et vous dénoncerai. Il reste cependant important que cela ait une consistance pour chacun d'entre nous, et que, in fine, tout puisse continuer à se dire, car cela n'a d'incidence que celle que vous y accordez. Que je parle des martiens ne les fait pas spontanément débarquer, et que je ne parle pas de mon ami vietnamien ne le rend pas soudainement invisible. Car, en pensée comme en acte, cacher la lune avec sa main ne la fera jamais disparaître.